À Minneapolis, un agent de l'ICE a tenté d'entrer dans le consulat équatorien. Pas une rue, pas une maison, un consulat. Et selon le récit officiel, cela viole directement la Convention de Vienne de 1963, cette règle fondamentale qui interdit toute intrusion sans autorisation. Mais voici la contradiction terrifiante. Ce n'était pas discret, ce n'était pas caché, c'était frontal, comme si la frontière entre loi et force venait de disparaître sous nos yeux. À l'intérieur, des Équatoriens cherchaient refuge. Et dehors, des voix ont crié « Get out of here ». Maintenant, posez-vous la vraie question. Si même un consulat peut être forcé, qu'est-ce qui empêche la prochaine porte d'être la vôtre? Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Ce moment n'est peut-être pas un incident, c'est peut-être un signal. Et ce qui arrive ensuite fait basculer toute l'histoire. D'accord, je continue. Un détail change tout ici. Parce que ce n'est pas juste un agent qui a essayé d'entrer. Selon la déclaration de l'Équateur, tout s'est passé vers 11 heures du matin. Un agent de l'Immigration and Customs Enforcement a tenté d'accéder aux installations du consulat. Et immédiatement, les responsables consulaires l'ont bloqué. Ils ont activé des protocoles d'urgence du ministère des Affaires étrangères. Ce n'est pas une scène normale, ce n'est pas une procédure administrative, c'est un face-à-face diplomatique en direct. Et voilà pourquoi cette histoire dépasse Minneapolis. Parce qu'un consulat, c'est censé être inviolable. C'est un territoire protégé, même à l'intérieur d'un autre pays. Et quand quelqu'un teste cette limite, ce n'est jamais par hasard. Notissez ce qu'ils n'ont pas nié. Personne n'a dit « c'était une erreur ». Personne n'a dit « nous avions l'autorisation ». Au contraire, l'Équateur a immédiatement envoyé une note officielle de protestation à l'ambassade américaine pour exiger que des actes de cette nature ne se répètent pas. Mais voici où la story bascule. Parce que pendant que ce scandale diplomatique éclate, d'autres images commencent à sortir. Des images qui donnent à cette affaire une dimension beaucoup plus sombre. Et ce que ces vidéos montrent ressemble à une crise qui s'étend bien au-delà d'un seul bâtiment. Do you want me to continue to the next part? Parce qu'à peine ce choc diplomatique révélé, une autre preuve surgit. Cette fois, pas dans un consulat, mais à l'intérieur d'un centre de détention ICE à Baltimore, au 31 Hopkins Plaza. Une vidéo fuitée montre une cellule où, selon le récit, près de 50 personnes sont entassées. Pas de lit, pas de salle de bain, juste des corps serrés, coincés, filmés derrière des murs. Et là, tout change. Parce que l'histoire n'est plus seulement une tentative d'entrée, c'est une mécanique entière qui apparaît. Une mécanique où des gens sont traqués à Minneapolis, pendant que d'autres sont enfermés dans des conditions décrites comme inhumaines à Baltimore. Mais voici la partie que personne ne veut regarder trop longtemps. Ces images ne viennent pas d'un film, elles viennent d'aujourd'hui. Et pendant que ces centres se remplissent, des avocats affirment qu'ils sont empêchés d'accéder à leurs clients. Des élus disent qu'ils ne peuvent même pas entrer pour vérifier ce qui se passe. Notissez ce qui manque encore une fois. Pas de transparence, pas d'explication claire, juste des portes fermées et des cris derrière. Et c'est là que l'histoire accélère. Parce qu'au Texas, dans le centre de Dilley, d'autres vidéos montrent des femmes et des enfants chantant « Let us out ». Et quand vous entendez ça, vous comprenez que ce n'est plus un incident isolé. C'est un système sous tension. Et ce système est en train de craquer en public. Do you want me to continue to the next part? Alors maintenant, regardez comment tout s'escalade encore plus vite. Parce qu'à Minneapolis, ce n'est pas seulement le consulat. C'est la rue entière qui commence à ressembler à une zone de guerre. Des journalistes sur place décrivent une scène comme Fallujah. On voit des agents de la Border Patrol armés tirer ce qu'ils appellent des munitions moins létales à bout portant. Et ce détail est crucial, parce que moins létal ne veut pas dire inoffensif. Le récit rappelle que ces tirs ont déjà rendu des gens aveugles. Et là, ce n'est pas dans une bataille. C'est contre des reporters, contre des caméras. Mais voici le moment où la story se retourne. 3 jours plus tard, une autre vidéo montre une journaliste, Tina Berg, repoussée, jetée au sol, puis exposée à des substances toxiques. On l'entend suffoquer. « I can't breathe ». Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral.
Et soudain, tout ce que vous pensiez être contrôle des frontières ressemble à autre chose. Une démonstration de force, une pression, un message. Notissez ce qui devient normalisé. Des armes face à des journalistes, des cris derrière des murs, des agents qui tentent d'entrer dans un consulat étranger. Et à ce stade, la question n'est plus « que s'est-il passé ?» La question devient « jusqu'où cela peut aller ?» Parce que ce qui arrive ensuite révèle l'état d'esprit derrière tout ça. Do you want me to continue to the next part? Parce que maintenant, on arrive à la preuve la plus troublante. Pas un rapport officiel, pas un communiqué, mais le comportement brut, en pleine caméra. À l'extérieur d'un hôtel où des agents ICE et Border Patrol séjournaient, des manifestants protestaient. Bruyants, oui, mais non armés, non violents. Et pourtant, selon les images, des agents se sont approchés aux fenêtres et ont fait un geste glaçant. Ils ont levé le majeur vers la foule. Un détail simple, mais qui change tout? Parce que ça révèle une mentalité, pas celle d'une institution calme, mais celle d'un groupe qui se sent intouchable. Et puis, une autre scène devient virale. Un agent parle à un observateur légal et il lâche une phrase qui sonne comme une menace directe. Il dit « If you raise your voice, I'll erase your voice ». Répétez ça, « erase your voice ». Ce n'est pas un débat politique, ce n'est pas une discussion administrative, c'est une intimidation filmée, mais voici la partie que personne ne peut ignorer. Quand des agents commencent à parler comme ça, ce n'est plus seulement une opération, c'est une culture où la force remplace la loi, où la peur devient un outil. Et à ce moment précis, l'histoire cesse d'être un scandale local, elle devient un signal national. Parce que si cette dynamique continue, ce n'est pas seulement une communauté qui est divisée. C'est la frontière même entre démocratie et coercition qui se brouille. Et ce qui arrive ensuite montre comment les gens ordinaires commencent à basculer aussi. Do you want me to continue to the next part? Et c'est là que l'histoire devient profondément humaine. Parce qu'au milieu de tout ça, une figure inattendue apparaît. Un manifestant à Minneapolis, déguisé en morse. Oui, un morse. Et ce détail semble presque absurde, jusqu'à ce qu'il parle. Il dit « I was just a nerdy gamer guy ». Il explique qu'il n'était pas politique, qu'il voulait juste jouer aux jeux vidéo avec ses amis. Mais il ajoute « What transpired here has made me political ». Ce moment est essentiel, parce que c'est comme ça que les crises se propagent. Pas seulement par les lois, mais par les gens qui changent. Il dit qu'en étant blanc, homme, hétéro, il n'avait jamais eu à s'inquiéter. Mais maintenant, il est dans la rue parce qu'il voit que empathy needs to win. Notissez ce basculement. Ce n'est pas un militant de carrière, c'est quelqu'un de normal qui se réveille. Et c'est exactement ce que ce genre de confrontation produit. Quand la pression devient trop forte, quand les images deviennent trop brutales, même ceux qui restaient en dehors finissent par entrer dans l'histoire. Et là, la question devient personnelle. Si des gens ordinaires se transforment en protestataires, qu'est-ce que cela dit sur ce moment en Amérique? Parce que ce n'est plus seulement une question d'immigration, c'est une question de société. Et maintenant, la réaction commence à prendre une autre forme. Une forme institutionnelle. Do you want me to continue to the next part? Parce que maintenant, quelque chose de nouveau se met en place, pas dans la rue, mais dans les coulisses du pouvoir. Une coalition nationale vient d'être formée. Son nom est révélateur. Fight Against Federal Overreach. Un groupe de procureurs locaux élus qui annoncent qu'ils vont se coordonner pour répondre à ce qu'ils décrivent comme des entrées sans mandat, des détentions illégales, des tactiques coercitives et d'autres violations constitutionnelles. Et ce détail est explosif. Parce qu'il ne parle pas seulement de protester, il parle de garder des traces, des logs, des dossiers, pour, selon le récit, poursuivre ces agents dans le cadre du délai de prescription une fois que ce régime sera terminé. Notissez ce que cela signifie. Quand des procureurs commencent à préparer l'après, c'est que la crise n'est plus perçue comme temporaire. C'est une fracture institutionnelle. Et c'est là que le mécanisme devient clair. Vous avez d'un côté une force fédérale qui agit comme si elle pouvait franchir toutes les limites, et de l'autre des institutions locales qui commencent à dire « nous n'oublierons pas ». Mais voici où l'histoire devient encore plus instable. Parce que ce type de confrontation entre niveaux de pouvoir ne reste jamais calme longtemps.
Quand la rue s'enflamme, quand la diplomatie proteste, quand les procureurs se préparent, c'est le signe qu'un pays entre dans une phase de tension prolongée. Et la question qui flotte maintenant est simple. Qui contrôle réellement la prochaine étape? Parce que ce qui arrive ensuite pourrait décider de la trajectoire entière. Do you want me to continue to the next part? Alors maintenant, ramenez tout ça à vous. Parce que ce qui se joue ici n'est pas abstrait. Quand vous voyez un agent tenter d'entrer dans un consulat, quand vous entendez des détenus crier derrière des murs, quand des journalistes sont repoussés au sol, ce n'est pas seulement leur histoire. C'est une démonstration de ce qui arrive quand les lignes de protection commencent à disparaître. Aujourd'hui, ce sont des Équatoriens à Minneapolis. Demain, ce pourrait être n'importe quelle communauté jugée ciblable, et voilà l'impact réel. Ce n'est pas seulement une question de politique migratoire, c'est une question de confiance. Est-ce que les institutions protègent ou est-ce qu'elles poursuivent? Est-ce que les frontières sont administrées ou militarisées? Notissez comment la peur se diffuse. Parce que même si vous n'êtes pas directement concerné, vous vivez dans une société où la normalisation de ces scènes change l'air que tout le monde respire. Et c'est pour ça que tant de gens se réveillent, comme ce manifestant déguisé en morse, disant « I never thought I'd be a political activist ». Si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires, parce que ce moment dépasse un camp ou un parti. C'est un test collectif. Et maintenant, la question n'est plus seulement « que fait l'ICE ?» La vraie question devient « pourquoi ce système produit-il exactement ce type d'escalade ?» Et c'est là que l'histoire devient encore plus profonde. Do you want me to continue to the next part? Parce que la réponse n'est pas seulement dans les agents, elle est dans le système. Un système construit sur un levier simple, visibilité, pression, spectacle. Regardez la séquence. Un agent tente d'entrer dans un consulat à 11 heures du matin. Des vidéos fuitent montrant 50 personnes entassées à Baltimore. Des femmes et des enfants chantent « Let us out » à Dilley. Des journalistes sont repoussés, gazés, filmés en train de suffoquer. Tout cela crée une chose, une atmosphère. Et dans cette atmosphère, la peur devient un outil de gouvernance. Mais voici la partie la plus froide. Ce n'est pas seulement une série d'excès. C'est une logique d'incitation. Plus la force est visible, plus elle intimide. Plus elle intimide, plus elle dissuade. Et plus elle dissuade, plus elle s'étend. Notissez pourquoi c'est si difficile à arrêter. Parce que chaque scène devient un message « nous pouvons ». Et quand un système commence à fonctionner sur cette démonstration permanente, la loi devient secondaire, le spectacle devient principal. C'est pour ça que les procureurs parlent déjà de garder des dossiers. C'est pour ça que l'Équateur proteste officiellement. Parce que tout le monde comprend, ce n'est pas juste ce qui s'est passé, c'est ce que cela permet. Et maintenant, la question devient brûlante. Si cette dynamique continue, à quoi ressemble la prochaine étape? Parce que l'avenir proche est déjà en train de se former. Do you want me to continue to the next part? Alors voici où tout converge. Parce que maintenant, deux trajectoires possibles se dessinent. La première, c'est celle de l'escalade. Plus d'opérations, plus de centres remplis, plus de scènes filmées où des agents parlent comme « If you raise your voice, I'll erase your voice ». Dans cette voie, chaque limite testée devient une nouvelle normalité. Un consulat aujourd'hui, un journaliste demain, une communauté entière ensuite, mais la deuxième trajectoire, c'est celle de la résistance institutionnelle et sociale. Équateur envoie une note officielle de protestation. Des procureurs forment une coalition contre l'overreach fédéral. Des élus parlent même de propositions pour defund ICE. Et des gens ordinaires, même un nerdy gamer guy, se retrouvent dans la rue. Notissez ce point crucial, aucune de ces trajectoires n'est garantie. Tout dépend de ce qui se passe dans les prochaines semaines. Parce que ce genre de moment n'est jamais stable. C'est une bifurcation. Un pays ne reste pas longtemps dans cet entre-deux, entre droit diplomatique et intrusion, entre détention et transparence, entre protestation et intimidation. Et c'est ça qui rend ce moment si dangereux. La prochaine décision, la prochaine vidéo, le prochain incident pourrait faire basculer la direction entière. Et la dernière question est simple. Sommes-nous en train d'assister à un accident ou à une transformation? Parce que la conclusion boucle tout.